Hello, je suis Aline, coach business chez The Bee Boost. Après des années de freelance en tant que retoucheuse photo, je suis devenue coach business et j'aide désormais les entrepreneurs à booster leur entreprise. Si vous êtes à la recherche de stratégies, d'astuces, de retours d'expérience, de partage et d'une bonne dose de bonne humeur, vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tout pour vous inspirer au quotidien, vous aider à atteindre tous vos objectifs et faire en sorte que vous puissiez développer le business de vos rêves. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello à tous et bienvenue dans l'épisode 243 du podcast Je peux pas, j'ai business. Comme toujours, très contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode un peu spécial puisque aujourd'hui, ça va être un épisode duo, pas en mode j'interview un invité qui nous fait bénéficier de sa science et de ses connaissances, mais plutôt un retour d'expérience et un témoignage de deux personnes qui non seulement gèrent un ou plusieurs business chacun de leur côté, mais qui en plus ont décidé de créer un projet en commun. Donc aujourd'hui, j'aurai le plaisir d'échanger avec Brice. Donc Brice qui est le fondateur de l'agence Centurion, du programme en ligne Reborn, qui est aussi mon co-hôte sur le nouveau projet de podcast que j'ai lancé pour parler du dating et des relations hommes-femmes qui s'appelle Tous les coups sont permis. Vous en avez déjà un petit peu parlé dans ce podcast-là. Mais bref, tout ça pour vous dire, Brice et moi, on a tous les deux des emplois du temps de ministre. Pour dire le peu, des emplois du temps de ministre. Brice, il a 2 business, moi j'en ai un et j'ai plein de projets qui se développent, etc. Et pourtant, on a réussi à créer et à lancer un podcast en moins de 30 jours, à faire en sorte que ce projet nous prenne à peine 1 à 2 heures par semaine maximum chacun. Et pourtant, ça tourne et pourtant, ça a décollé. Alors du coup, on s'est dit qu'on allait vous faire un petit épisode beaucoup plus logistique et organisationnel sur comment est-ce qu'on s'organise quand on a plein de projets à lancer ou à gérer en même temps. Et si vous faites partie de la team multipotentiel slasher qui a besoin d'avoir plusieurs business pour se sentir épanoui, ou si au contraire vous êtes en phase de lancer un deuxième projet, un side project, même un projet passion, même s'il n'est pas rémunérateur, et que vous dites mais comment je vais faire pour pouvoir m'organiser et gérer tout ça en même temps, cet épisode est fait pour vous puisqu'on vous partage à la fois notre retour d'expérience, mais aussi nos meilleures astuces, méthodes, techniques d'organisation et de productivité. Tout ça, évidemment comme d'hab, dans la joie et dans la bonne humeur. Voilà, sans plus de transition, je vous laisse écouter mon échange avec Brice, vous allez voir, on s'est bien marré, et je vous retrouve ensuite pour la conclusion. Hello Brice et bienvenue sur le podcast Je peux pas, j'ai business. Je suis ravie de t'accueillir par ici, comment vas-tu ? Ça va très bien, je suis très très content d'être là aujourd'hui. Bah écoute, je suis très contente aussi, surtout que là les auditeurs ne le verront pas. Peut-être qu'ils l'entendront avec le son qui est légèrement différent d'habitude, mais en fait on est en face à face à Montréal. What the fuck. Le truc complètement inattendu. Bon, on va remettre un petit peu les choses dans l'ordre. Est-ce que tu peux déjà te présenter et dire un peu qui tu es pour les gens qui ne te connaîtraient pas ? Yes. Alors moi c'est Brice, du coup je suis directeur marketing pour 3 entreprises à travers le monde. J'aide autant les entrepreneurs à développer leur activité et leur acquisition en ligne, et je forme des gens sur la partie communication, sur comment lancer une activité sur internet grâce aux réseaux sociaux. Donc là, tu nous as déjà cité genre 2 business différents. À peu près 3. À peu près 3, pardon. Et grand amateur de vin parce que, pareil, vous ne voyez pas, mais on a actuellement notre petit verre de vin rouge à côté. Effectivement. On est là, on est français quand même. Hein. J'habite à Montréal, mais... Toi, t'es vraiment français quand ça t'arrange, hein, c'est oui, fou. Oui, effectivement. Donc, moi, je crois que c'est la première fois que j'enregistre un épisode de podcast en picolant, dis donc. En tout cas, sur ce podcast, je peux pas, j'ai business. Brice, toi et moi, c'est pas la première fois qu'on se voit de notre vie. Il va falloir expliquer un petit peu aux gens comment on se connaît, comment on s'est rencontrés, parce qu'en plus, on a un projet en commun, donc ça, on en parlera juste après. Est-ce que je te fais l'honneur de raconter notre rencontre ? Comme ça, je vais voir ton point de vue à toi. Et en fait, moi, on s'est rencontrés à Scalix, au mastermind de Scalix à Dubaï, en janvier 2022. Ça date, hein. En vrai, pas tant que ça fait juste un an et demi, en vrai. On s'est rencontrés là-bas, et moi, là-bas, je n'étais même pas censé venir à ce mastermind. On a vraiment eu l'info... dans le mois où on devait partir, avec mon associé, on s'est dit, en fait, on a les fonds pour y aller, donc allons-y. Moi, pour contexte, j'habite à Montréal et du coup, mes clients sont plutôt nord-américains. Et c'est la première fois, en fait, où j'arrivais dans un mastermind français, francophone d'Europe. Je suis vraiment arrivé comme un touriste, hein, je pense que tu l'as vu. J'arrivais comme un outsider, personne me connaissait. Il arrivait en claquette, il y avait aucun problème, quoi. Et du coup, on s'est rencontrés là-bas, dans l'hôtel à Dubaï, où il y a le mastermind. On a fait une course de quad ensemble. Je t'ai mis la race. Une course, c'est pas une course du tout, c'était juste des freestyles, on vous a laissé faire. Bref, je l'ai battu et du coup j'étais contente. C'est vrai que du coup après on avait pas mal échangé. J'ai ce souvenir, j'aime bien raconter cette anecdote que je passais en hot seat. J'étais en train de préparer le lancement de la BSB 2022
à l'époque. Et j'avais un vrai problème de dire comment est-ce que je fais mon lancement à 1 million, etc. Mode comment j'attire plus de personnes. Puis toi, tu m'as regardé là au fond de la salle parce que oui, un truc qu'il faut que les auditeurs sachent, c'est que actuellement, à l'heure à laquelle on enregistre cet épisode, tu as 24 ans. Donc tu as littéralement 6 ans de moins que moi. Effectivement. C'est un bébé, quoi. Oh, c'est tu bon. vois. Et il était au fond de la salle comme ça, il lève la main et tout. Moi, j'étais sur ma petite chaise au site. Et je le regarde, je fais qu'est-ce qu'il a lui là? Et tu me le regardes, tu fais elle est convertie à combien de la page de vente? Donc je te sors mon taux de conversion, je crois que c'était 6-8%. Tu me regardes, tu fais t'as qu'à faire 30% de conversion en plus, puis tu l'as ton objectif. Hein. Il m'a dit t'as pas un problème d'acquisition, hein, t'as un problème de conversion. Et moi je suis en mode mais pour qui se prend-il celui-là? Tu te souviens de ça ou pas? Je me souviens. Mais des fois je suis très cru en fait dans ce que je dis parce que pour moi c'est de la logique, tu vois. Ouais, ça m'avait fait bien rire, ça m'avait marqué. Je m'étais dit lui, un petit malin là. Donc ouais, c'était l'histoire de notre rencontre. Et puis après, on s'était vu plus à titre perso, t'étais venu à mon anniversaire, etc. Ouais. Et en fait, on a renoué contact un peu par hasard, j'ai envie de dire. Et est né notre projet commun. Ouais. Bah en fait, moi, je devais partir parce que du coup, dans le programme où je forme des gens à faire un business en ligne, j'ai fait un événement à Montpellier pour aller voir, le premier événement qu'on a fait. Ah oui, c'est vrai. Et en fait, effectivement, je suis passé par le sud de la France et je me dis, bah tiens, tant qu'à être dans le sud, autant aller voir Aline. Donc me voilà pendant 2 jours à Nice. Et du coup, on a discuté. Et ce podcast est né à partir d'une discussion très longue. C'est vrai. Alors du coup, Brice, t'es mon co-hôte sur le podcast Tous les coups sont permis, qui est le 2e podcast qu'on a lancé ensemble en août 2023, où on parle d'un sujet tout à fait en rapport avec Je peux pas, j'ai business et l'entrepreneuriat, qui est les relations hommes-femmes, le couple, le dating, rien à voir. Mais c'est vrai que du coup, quand on s'était vu, qu'on avait bu un verre ensemble, on s'est rendu compte qu'on était tous les deux passionnés par le sujet depuis à peu près autant aussi longtemps, quoi. Ça faisait à peu près 1 an. Moi, ça faisait à peu près 1 an aussi. Puis en fait, on a fait que parler de ça tout le temps. Et au bout d'un moment, je me souviens encore de cette discussion où moi, j'étais assise, je buvais mon verre de vin. Toi, t'étais en train de faire les 100 pas parce que tu réfléchis mieux en étant debout, là. Puis tu parlais, puis tu déblatérais comme ça. Puis avant, tu t'arrêtes, tu tournes vers moi et puis tu me dis, en fait, il faudrait trop qu'on ait un micro entre nous et qu'on enregistre cette discussion. Et voilà. Viens, on lance un podcast. On a carrément eu l'idée, en fait, quand on a eu la discussion, en fait. On a eu l'idée directement après. On a discuté de 19h à 5h du matin, ensemble, de sujets comme ça, avant de faire des exposés, moi en train de faire mon exposé, en train de marcher partout. Et on s'est dit, ouais, on devrait faire un truc. On avait dit ça, à la base, ça devait s'appeler le constat. Oui, c'est vrai. Ça devait s'appeler le constat, et on s'est dit, tiens, on fait un constat, on devrait faire un podcast. Et on s'est dit, ouais, c'est une bonne idée. C'était quoi les prochaines étapes, tu vois? Et en fait, je pense qu'on s'est dit, faut qu'on tourne et tout, machin. Et puis en fait, au même moment, j'avais eu l'info que je devais aller à un mastermind à Marbella, en fait, en Espagne, le mois d'après. Ouais. Et je me suis dit, tant qu'à passer en Espagne, autant que je prenne genre 3-4 jours à Nice. Et je lui ai dit, Aline, je viens, on fait 20 épisodes. Il m'a dit, Aline, on lance le podcast, je viens à Nice, et en 2 jours, on tourne 20 épisodes. Moi, 20 épisodes, avec Je peux pas, j'ai business, c'est l'équivalent de 10 jours de travail, quoi. Et j'étais en mode, en 2 jours, oui, bien sûr. Le gars n'a pas de podcast, mais il veut faire 20 épisodes. Non, mais c'est bien parce que tu m'as challengé là-dessus. Moi, je pensais pas que c'était possible. Et on l'a fait, tu vois, spoiler alerte. Donc, c'est vrai que t'es revenu sur Nice 1 mois après. Ouais. Et on a enregistré les premiers épisodes du podcast. J'allais dire, Je peux pas, j'ai business, mais pas du tout. Tous les coups sont permis. Ouais. Et après, on l'a lancé moins de 30 jours après, sachant que toi et moi, tu t'es présenté en début d'épisode. Moi, les auditeurs, j'espère, commencent un peu à me connaître. On a des plannings ultra chargés. Ouais. Et pourtant, ça a été fait. Ouais, en fait, c'est de l'organisation. Hein. C'est juste, je pense que le principe de base, le batching. Et après, on l'a mis en relation nos équipes. Donc, au niveau des monteurs et au niveau de la livraison. Et après, que toi comme moi, on connaît les réseaux, donc on a bien scindé 50-50. Toi, tu faisais cette partie-là, Notion, machin et tout. Moi, je gère le YouTube et la partie miniature et la partie presque vidéo avec mes monteurs à moi. Donc, en vrai, une fois qu'on avait pris ça en compte, en vrai, c'est ça qui est bien, c'est quand t'as 2 entrepreneurs qui ont déjà un peu d'expérience et qui veulent lancer un projet, c'est beaucoup plus fluide. On sait aller à l'essentiel, tu vois. Et c'est ça le plus important, je pense. On a la discipline d'aller à l'essentiel. Alors là, on est déjà en train de s'avancer un petit peu dans le comment, etc. Donc ça, c'était le premier constat de base, c'est que toi, t'as 2-3 projets de ton côté. Moi, j'ai un gros, bientôt plusieurs autres projets de mon côté aussi. Et en plus de ça, on s'est dit, vas-y, on lance un podcast. Et en plus, ce sera pas du tout un business. Il n'y a pas de stratégie de monétisation. C'est juste sur notre temps personnel et avec nos ressources personnelles. Mais curieusement, ça a fonctionné. Donc, déjà, pour toi, qu'est-ce qui a fait qu'on a été capable de lancer ça en moins de 30 jours? Genre en mode ultra rapide, quoi. Je pense que le sujet nous motivait tellement. Je pense que c'est ça le point le plus important, tu vois. Parce que le sujet nous motivait tellement. Notre mission de vie. Et c'était pas des sujets où on devait faire des grosses recherches, tu vois. Là, maintenant, je lance un podcast sur le marketing, il va falloir que je sorte des datas, c'est un peu plus compliqué, tu vois. Mais ça, c'est un sujet qui nous entoure. Les recherches ont été faites sur le terrain en amont. Ouais, voilà, on a fait des recherches terrain en amont, et c'est un sujet, je pense, qui nous passionne. Et en fait, on était tellement avec un feu intérieur de parler de ça que
Je pense que on est resté dans une phase où on avait l'excitation de vouloir le tourner et en fait on était encore dans ce truc là en fait. Et je pense que c'est parce qu'on a dit qu'on allait le faire vite et qu'on a mis des dates. Je pense que les deadlines ont été importantes en mode ok je viens à telle date, il faut qu'on tourne, tu vois. Et parce que le sujet on s'est pas laissé le choix en fait. C'est ça en fait, il y avait pas de ouais dans un mois ou une semaine prochaine. Non c'est je viens là, on tourne ça, il y a pas d'autre possibilité, tu vois. Est-ce que toi, t'avais la pression du fait que t'avais jamais lancé de podcast de ta vie, etc. par rapport à ça? Ou est-ce que t'es juste venu en mode ristou et puis tu t'es dit on verra bien? Bah, je te dirais que moi, je fais quand même des vidéos là-bas sur YouTube. Ça fait quand même un moment que je fais des vidéos sur YouTube, donc je sais comment parler devant une caméra et devant un micro. Et puis, si tu me connais, j'aime beaucoup parler. Donc en soi, il faut juste que j'articule. Et après, c'est bon, je peux parler dans un micro et que j'arrive à articuler certaines idées correctement pour une audience. Donc non, franchement, le point le plus complexe dans le podcast, c'est de framer par rapport au temps. Je pense que ça c'est le plus important. Et sinon j'ai pas trop peur, non. En vrai, faut y aller parce qu'en fait personne attend ce podcast de toute façon. Donc c'est pas comme si on avait une pression extérieure monumentale, tu vois. Mais moi, je t'avoue que j'avais un peu une pression de mon côté, pas forcément en termes techniques, etc. Parce que je t'ai dit, lancer un podcast, je sais faire, je connais la logistique, l'organisation, comment ça se passe, etc. Mais c'était plus en mode, vu que Je peux pas J'ai Business, qui est un podcast qui a quand même de certains résultats, ou certains diraient, entre guillemets, ça cartonne, etc. Tu dis, quand tu lances un deuxième podcast, limite, t'as pas le droit de faire moins bien, quoi. Donc je me suis un peu mis la pression par rapport à ça. Mais finalement, en fait, j'ai assez vite lâché en me disant, il n'y a pas de volonté de business, de monétisation. C'est vraiment un projet passion et j'ai envie que ça reste comme tel, quoi. Donc finalement, je me suis assez vite lâché à grappe. Tu m'as bien aidé là-dessus, en fait. T'es tellement arrivé en mode... Moi, comme un tourisme. Moi, je salut. Allez, on pose le micro, on pose la cam, let's go. On a vraiment posé le canapé et c'était easy comme setup, tu vois. C'était super simple. On s'est installé dans un canapé parce que notre stratégie, on en parlera un petit peu après, mais notre stratégie, c'est vraiment de filmer ce podcast avec les vidéos, de mettre les vidéos sur YouTube et puis de créer des reels, des shorts, etc. Et c'est notre seule stratégie marketing. On n'est pas allé chercher plus loin que ça. Mais du coup, il faut se filmer. Moi, j'avais jamais fait ça de ma vie, de me filmer. D'ailleurs, on voit, je trouve un petit peu sur les vidéos que je suis pas toujours très à l'aise. Je suis un peu en mode, je suis pas trop regardée, etc. Ouais, mais c'est vrai que toi, t'étais tellement détente. Je pense que ça contribue. Moi, ça contribue à me détendre aussi, quoi. Je suis trop à l'aise sur le canapé. Je pense que c'est important je pense que je l'ai appris avec la communication, de bien communiquer ces infos de façon les plus claires possible pour les gens et de relâcher la pression. Ça, c'est important. Ok, du coup, aujourd'hui, on s'occupe tous les deux du podcast au quotidien, alors qu'on a nos business, on a nos activités à côté. Concrètement, est-ce que tu peux dire un petit peu aux auditeurs comment on s'organise entre nous, comment on s'est réparti le travail, qui s'occupe de quoi? Ok, je pense que de base, c'est toi qui as les fichiers audio. C'est pas mal ça. Et ce qu'on fait, c'est que moi j'ai des micros sur ma caméra pour double enregistrer, pour synchroniser facilement les plans. Donc je dirais que moi je prends la partie vidéo, toi t'as la partie audio, et il me semble qu'on envoie tout ça à ta monteuse vidéo de ton côté pour qu'elle puisse faire le montage principal. Et une fois que ce montage-là est fait, vous le chapitrez, vous prenez les punchlines pour les reels, et après ça passe à mon équipe, à moi, qui va en fait faire les cuts pour les shorts, parce qu'à la base j'ai une agence de marketing, donc en fait on est pas mal habitué à faire ça, donc on va cutter, sortir les trucs, les discours hors de leur contexte pour que ça devienne viral. C'est la viralité, on est là pour ça. Mais effectivement, on va faire les cuts en shorts, en reels, en tout ce qu'on a besoin. On va faire les miniatures, on va paramétrer sur YouTube, on va s'occuper de la partie plus vidéo de l'histoire, et la partie en fait qui va servir à aller sur la partie réseau en termes de vidéo. Et en fait, on en a mis une application pour pouvoir synchroniser nos posts ensemble. Et voilà. Donc je pense que tu gères la partie audio et first step de montage pour YouTube, et nous on va gérer la partie réseaux sociaux pour la diffusion vidéo. C'est ça. C'est un truc que j'ai été assez surprise. C'est qu'en fait, la répartition, on s'est pas concerté, on s'est pas mis autour d'une table en disant qui fait quoi. Ça a été fait de manière ultra fluide en fonction un peu des spécificités, des expertises de chacun. Je me dis, c'est toi qui es l'experte en podcast, hein, j'ai pas commencé à prendre le lead sur la version audio, tu vois, je me dis, j'allais te laisser faire, tu vois. Et naturellement, j'ai fait l'autre partie. En soi, c'est ça. Après, je pense qu'on a une bonne cohésion aussi, en plus, sur les stories. On arrive à faire les stories ensemble sur le Insta, à gérer cette partie-là, donc ça, c'est pas mal intéressant, ouais. Moi, j'ai ma petite théorie là-dessus, mais toi, comment tu l'expliques le fait que finalement, ça s'est fait de manière hyper fluide, hyper naturelle, alors qu'au final, on rappelle quand même aux auditeurs, enfin, on se connaissait pas, tu vois. C'est la troisième fois qu'on s'est vu. Voilà, quand on a enregistré, c'est la troisième fois qu'on se voyait. La première fois, c'était en faisant du quad à Dubaï. La seconde. Quatrième fois qu'on s'est vu. Mais mon anniversaire, on a dit que ça comptait pas parce qu'on s'en souvient pas, tu vois. Ouais, en fait, on savait pas comment on allait travailler ensemble, on savait pas si ça allait bien se passer, on savait pas si la cohésion allait être correcte, parce qu'on peut bien s'entendre avec quelqu'un du côté perso dans la vie, mais que fonder un business ou un projet avec cette personne-là, ça se passe pas forcément bien. Toi, comment t'expliques le fait que ça a été aussi fluide? Moi, je pense qu'il y a cette non-pression du fait que c'est pas monétisé, en fait, tu vois. C'est vraiment un projet passion. Ouais, c'est pas un business. Du coup, en fait, personne n'avait la pression ou la prétention de dire, ok, là, il y a des chiffres, toi, t'as 30%, moi, j'ai 30%, enfin, on n'est pas là et on n'est même pas encore là, enfin, c'est même pas dans les papiers de parler de ça, tu vois. C'est parce que c'est un projet passion et c'est un truc qui nous fait kiffer. Et je pense que, du coup, c'est plus notre perso, notre vie perso qui est embarquée en fait sur ce projet, et comme on s'entend bien en perso, ça a juste décliné sur le podcast en vrai.
Donc je pense que c'est plus cette partie-là qui explique ça, parce que c'était un projet plus perso à la base, qui a été décliné en version podcast. Moi je pense que c'est ça, parce qu'il n'y a pas d'impact business derrière, tu vois. Je suis assez d'accord sur le fait que comme il n'y a pas d'enjeu, en fait, on n'est pas en train de faire des espèces de comptes d'apothicaire et tout. J'ai aussi la sensation il y a des choses sur lesquelles on est hyper raccord et on a les mêmes valeurs, et d'autres on est très complémentaires. Tu vois, on parlait tout à l'heure en rigolant du fait que toi t'es tellement arrivé en mode chillax que du coup moi-même ça m'a aidé à me calmer et tout. Donc ça c'est la partie où on est très complémentaires. Mais il y a aussi une partie où on est hyper similaire sur un peu notre personnalité. Alors moi je sais pas si tu connais le test de personnalité avec les couleurs disques, la bleu, jaune, vert, rouge. Ouais, j'ai dû le faire à un moment donné de ma vie, mais je suis pas sûr. Voilà, alors je vais pas refaire toute la présentation dans cet épisode de podcast, mais en gros on a des profils très similaires, où toi t'es très rouge avec une dominante jaune, moi je suis très rouge avec une dominante bleue, mais du coup on a ce côté ultra fonceur, en mode on passe à l'action, on y va, mieux vaut fait que parfait, focus, discipline, et du coup là-dessus on se retrouve pas mal sur le fait que moi je suis pas perfectionniste avec ce projet-là, toi non plus, et du coup il y en a pas un qui traîne des pattes pendant que l'autre il fonce, et l'autre qui dit attends c'est pas assez bien fait, etc. Non, c'est important, parce que ouais, vaut mieux fait que parfait, c'est quand même pas mal un truc que moi j'ai en général, parce que j'ai vu beaucoup de gens se prendre la tête à vouloir faire des trucs parfaits tout le temps, et c'est pas du tout un avantage. Moi je pense que la perfection, enfin entre guillemets la perfection, ça s'obtient avec le temps, mais si tu commences par quelque part, t'as pas de marge d'amélioration en fait. Si on parle même pas de perfection, on peut dire de l'excellence, ça s'obtient avec le temps. Ouais, voilà, la plus perfection, l'excellence que perfection, voilà, on va dire que le mot n'existe pas, mais plus excellence, la doctrine de l'excellence, elle vient avec le temps, parce que si tu fais juste essayer de faire bien à chaque fois, tu vas jamais t'en sortir, tu pourras jamais produire, tu vois. Et tu parlais de discipline, et les gens le voient pas, mais c'est quand même marqué dans mon cou. J'ai un tatouage. C'est vrai, il y a un tatouage dans le cou, le long de la nuque, où c'est marqué discipline. Donc bon, je suis obligé de matcher ce que je dis. Est-ce que dès que tu vois dans le miroir, ça te fait un wake-up call? Est-ce que faut aller à la salle de sport. Tu dis oh là là, mais des fois tu me dis ouais, j'oublie qu'il est là et tout. Des fois, ouais, mais quand je me mets devant la glace, je me dis c'est bon, en fait, faut pas que j'oublie. Ok, donc là, on a parlé un petit peu de comment on se répartissait le travail entre nous. En termes d'organisation pure et dure sur le podcast, on fonctionne beaucoup avec le batching, c'est-à-dire qu'on s'est vu une première fois à Nice en 2 jours. On avait bloqué, c'était samedi, dimanche. On avait bloqué chacun notre week-end, on a fait 20 épisodes en 2 jours, je ne sais toujours pas comment on a fait ça. Là, présentement, à l'heure à laquelle on enregistre cet épisode, je suis à Montréal, c'est genre 2 mois après. Pareil, on s'apprête à refaire un énorme batching de 2 jours. Et potentiellement, après le 3e batching, il aura lieu dans 2-3 mois aussi. Donc c'est vraiment un projet qui, au final, nous prend pas tant notre temps que ça au quotidien, en dehors de planifier les posts sur les réseaux sociaux, etc. Parce que il y a aussi beaucoup de nos équipes qu'on a mutualisées, comme tu disais là-dessus. Pour nous, ça représente juste un énorme batching tous les 2-3 mois, sur un continent différent à chaque fois, apparemment. Ouais. Et voilà, quoi. Ouais, effectivement, en fait, je pense qu'on a organisé ça pour être efficace au niveau du tournage et déléguer très vite le montage. Parce que si on devait s'amuser à faire le montage nous-mêmes, on s'en sortirait jamais. Par rapport au batching 1, tu me disais qu'on avait assez d'épisodes pour genre novembre, tu vois. Donc en soi, quand t'as compris ça, bah tu peux batcher presque 6 mois, 1 an. Mais on le fait pas volontairement parce qu'on a besoin de garder une fraîcheur au niveau des sujets. Oui, puis il faut que nous on puisse itérer et s'améliorer, tu vois. C'est encore des fois j'ai changé d'avis entre temps, je t'ai dit, en plus pour certains sujets. Mais spoiler alert, il y a des sujets qu'on a enregistrés et j'ai pas eu le droit de les sortir parce qu'il a dit ah non, j'ai changé d'avis entre temps. Mon avis a évolué. J'ai mûri. Mais effectivement, je pense que l'organisation du fait qu'on ait nos équipes mutualisées qui savent ce qu'elles font aussi, et la délégation de ça permet que je pense que moi sur le podcast par semaine je passe 1-2 heures juste programmer les vidéos YouTube et les shorts et c'est tout, hein. Ouais, moi ça doit être pas très loin de ça aussi, de juste réécouter les épisodes montés, pareil les programmer. Et encore ça, je suis sûre qu'à la longue, quand les process seront bien rodés, ça, même cette partie-là pourra être déléguée, quoi. C'est juste que c'est encore les débuts, qu'on est en train de s'approprier le projet, de repérer très vite les pistes sur lesquelles on peut itérer, optimiser un petit peu. Donc ouais. Dernière petite chose, parce qu'on a commencé à en parler avec ton tatouage et puis même depuis le début de l'épisode, je pense que ce projet en commun, il incarne vraiment un peu l'art du focus et de la discipline, c'est-à-dire que on sait quelle place on veut lui donner, en tout cas pour le moment dans nos vies. On sait qu'on peut pas non plus se permettre de trop s'éparpiller, de vouloir tester plein de choses, etc. parce que on a des business à faire tourner à côté qui, eux, nous rapportent de l'argent, parce que c'est quand même important, il faut le dire. Toi, quelle place t'as décidé de donner à ce podcast dans ton quotidien? Pourquoi? Comment ça se concrétise? Enfin, tout ça, quoi. Bah, je dirais que ce podcast, je reviens sur le fait que c'est un projet passion. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Donc, ça a une grande place aujourd'hui pour moi parce que j'ai enfin une possibilité de pouvoir discuter avec les gens de ce sujet-là, parce que je l'ai de base, hein, en général je t'envoie des vocaux avec des Uber, je t'envoie des vocaux avec mes amis, enfin plein de trucs. Il passe son temps à m'envoyer des reels, des vocaux, des réflexions, des trucs comme ça. Enfin, limite, je crois qu'on parle plus en dehors du podcast que dans le podcast. Je te jure. Et en gros, je pense que ce podcast, il a une grande importance pour moi parce que ça me permet de pouvoir comprendre le monde dans lequel j'évolue et essayer de l'impacter en donnant mon avis, tu vois. Mais à ceux qui veulent évidemment nous écouter, parce que chacun est libre de ses avis. Mais je pense que il a une grande part dans ma vie pour l'instant, parce que c'est enfin une plateforme sur laquelle je peux m'exprimer là-dessus, et avec des gens qui sont prêts à écouter.
et qui cherchent de l'information. Mon quotidien est quand même très très rempli de reels et de contenus de type relation homme-femme. Donc en soi, c'est comme si le podcast était là, tu vois. Donc je te dirais qu'il y a quand même un bon 50% de mon quotidien qui est là-dessus. Mais du coup, 50% caché, parce que c'est pas des horaires de travail effectifs que tu passes sur le podcast. Tu disais que tu passais peut-être 1 ou 2 heures par semaine. Pour l'exécution, c'est ça. Mais la thématique en soi des relations, c'est tellement quelque chose qui te tient à cœur et qui rythme ton quotidien que c'est 50% de ta consommation de contenu et tout. Effectivement. Moi, c'est pareil de mon côté. C'est vraiment pareil. Et comment est-ce que tu fais pour justement, vu que c'est un projet passion, mais que tu as quand même des business à gérer à côté, à pas céder à la tentation de faire que ça et de penser que à ça et de donner toute la place à ce truc-là? Voilà, l'argent est important. Attendez. Moi, je suis comme ça, tu vois. L'argent est important selon moi et le projet, pour l'instant, n'a pas vocation à rapporter de l'argent, mais il a une vocation émotionnelle, tu vois. Il a un petit côté émotionnel que j'aime bien. Je définis que 1-2 heures par semaine pour l'exécution. Après, effectivement, le contenu que je consomme, je compte pas dedans, tu vois. Mais non, mes projets principaux restent quand même la principale source de mon attention, tu vois. Est-ce qu'il y a des moments dans la journée où tu te retrouves un peu appelé à faire autre chose, à t'occuper du podcast, à remonter des shorts, des reels, à vouloir aller écouter les derniers épisodes mis en ligne, ou pas vraiment? Non, pas vraiment, en vrai, parce que les seuls trucs que je regarde, c'est les reels au niveau des montages pour voir s'il n'y a pas trop de fautes d'orthographe, etc. Machin. Après, bon, ça c'est un peu, des fois j'arrive pas à le voir, mais c'est plus ça que je regarde. C'est vrai que je réécoute même pas les épisodes parce que je suis confiant dans ce que j'ai dit. Des fois, il vaut mieux ne pas se réécouter. Hein. Ouais. Moi, je t'avoue que autant je me réécoute jamais sur le podcast, je fais pas G-Business, mais vraiment jamais. Autant là, je réécoute tous les épisodes, déjà pour contrôler un petit peu ce qu'on dit. Les sujets sont sensibles. Là, je retiens mon discours, mais sur tous les coups sont permis. Oui, là, il est très sage. Hein. Le discours est beaucoup plus intense. Vous avez pas conscience, mais effectivement, là, je l'ai briefé avant qu'on lance cet enregistrement. Je dis là, c'est mon podcast, c'est ma maison, c'est chez moi, c'est mes règles. T'es calme. Je suis calme. Je suis très calme, ça va. Ok, maintenant j'aimerais bien qu'on mette un petit peu l'accent aussi pour aider les auditeurs à s'approprier un petit peu ça. Pour moi, il y a 2 règles qui nous drivent sur ce projet commun qu'on a, mais qui même toi, je trouve, te drive aussi au quotidien dans tes projets à toi, qui sont hyper importantes, très simples, mais qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui arrive à matérialiser dans le quotidien de manière opérationnelle. La première, c'est le fameux « mieux vaut fait que parfait ». Et la seconde, c'est vraiment la simplicité. Et ça, je trouve que c'est une des grosses forces de frappe qu'on a sur ce podcast qui fait qu'on a des résultats en y passant juste 1 ou 2 heures par semaine chacun. C'est qu'on dit, on bâche les épisodes 1 fois tous les 3 mois. On y va en mode mieux vaut fait que parfait. Et notre seule stratégie marketing, c'est Instagram, TikTok avec des reels qu'on monte et qu'on diffuse de partout, point. Et on n'est pas allé chercher plus loin que ça. Donc, est-ce que tu arrives un petit peu à étayer là-dessus, sur le mieux vaut fait que parfait et sur la simplicité? Je te dirais qu'avec l'expérience des 2 dernières années que j'ai eues avec mon agence, on s'est rendu compte qu'en fait, c'est 80-20, hein. C'est 20% de ton travail va avoir 80% des résultats. Donc en soi, quand tu te rends compte que des fois on se fatigue à faire des trucs très très bien, on essaie de voir les bons wordings, des fois c'est des trucs bêtes, hein, la bonne colo sur la vidéo, les bons textes, la bonne police sur le Reels, ça n'a pas d'impact concret sur les résultats. Donc on s'est dit, et moi en général c'est ça, hein, c'est vaut mieux fait que parfait, parce que de toute façon, en général, le principe que j'ai sur les réseaux, c'est que les gens vont oublier ce que tu as dit la veille. Donc tant qu'à être dans cette situation-là, autant créer en volume et produire en volume de qualité, mais vraiment vaut mieux fait que parfait, tu vois. Dans le sens où autant produire au max qu'on peut et délivrer, parce qu'on sait que c'est une économie de contenu, donc en soi on n'est pas bête, hein, on est en marketing tous les deux, on sait que c'est une économie de contenu, on sait que ceux qui vont bosser le plus vont avoir techniquement le plus de chances d'avoir un impact. Donc quand tu comprends cette data là, être parfait c'est négatif pour ton business. Chercher à être parfait, c'est négatif pour le business. Ça t'empêche de grossir, selon moi, tu vois. Ça te laisse aucune place à l'amélioration. J'aime la punchline. Et tu vas tout le temps, en fait, en recherche de vouloir faire bien, ce qui fait que, selon moi, à un moment donné, tu t'épuises. Je suis totalement d'accord. J'ai une question pour toi, c'est que c'est toi qui as suggéré, enfin, c'est même pas suggéré, c'est que t'as dit, ce sera comme ça. Et moi, je dis d'accord. C'est toi qui as dit, pour faire connaître le podcast, on va ouvrir un compte Instagram, un compte TikTok, et on va prendre tous les moments possibles et imaginables de chaque épisode en vidéo. Et on va faire la captation vidéo. Alors moi, j'étais en mode, bon d'accord, j'ai jamais fait ça de ma vie, ok. Et tu m'as dit, on va tout sortir hors contexte et ça va être trop bien. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit direct, ça va être la stratégie marketing de ce podcast, on va faire comme ça? Parce que pour moi, c'était une évidence. Dans le moment où on tourne ces podcasts, on est dans une économie pareille où en fait, on a beaucoup de gens qui font des shorts et des reels en format podcast. Et c'est toujours les trucs qui sortent hors de contexte qui vont avoir le plus de viralité. Et marketing parlant, c'est ce qu'on cherche, la viralité. Parce que après, ça permet de pouvoir accrocher les gens pour développer un concept. Donc, je me suis dit, tant qu'à être là sur place avec ma caméra, viens, on shoot les vidéos. Ça aura beaucoup plus d'impact que juste de l'audio, selon moi, parce que faire découvrir un podcast, j'imagine, en audio, c'est compliqué. Il faut que les gens déjà aillent sur la plateforme, versus faire connaître les gens sur de la vidéo pour qu'ils s'accrochent à nos personnalités
et à nos punchlines, ça va créer des débats, ça va créer des conflits dans les commentaires, ça va créer de l'attraction, trafic, et là on convertit. Je rebondis sur un truc parce que tu viens de dire qui est assez important, c'est le mot conflit dans les commentaires, clivage, clash, parce que c'est pas la stratégie qu'on veut d'aller clasher, mais c'est toi ta stratégie. Moi je suis un peu plus réservée en mode oui bon bah si on pouvait éviter de se faire critiquer. Je suis un américain moi. Ouais voilà, il a tout dit. Enfin on a un peu spoilé un peu la réponse, mais t'as pas peur, toi, des retours négatifs, de fait de quand tu fais sortir des discours hors contexte et volontairement des trucs pushy, des punchlines, on se fasse agresser. D'ailleurs, un des premiers retours qu'on a eu sur le podcast, l'épisode numéro 1 était même pas encore en sortie. Ah ouais. Le podcast était même pas encore en ligne. On s'est fait bâcher en story, quoi. Il y a un mec sorti de nulle part qui est venu, qui nous a lynché. Il a dit, moi, les gars, en savate sur un canapé, je les écoute pas. Je les écoute même pas. Et en plus, enfin, toi, je crois qu'on voyait pas tes pieds sur le screenshot. C'était moi. J'étais pieds nus sur le canapé. J'étais en train de vivre ma best life. Et le mec, il fait, ouais, les gens pieds nus sur un canapé, marketing d'ado, j'écoute même pas. Et moi, ça m'a tellement piqué. Je suis allée dans ses stories à lui, dans ses DM, et j'ai envoyé un message. J'ai fait, bah, le jour où tu feras des lancements à 7 chiffres, on pourra parler de marketing ensemble. Ah, moi, ça me fait rire. Ça me fait rire. Parce qu'en vrai, tu te dis, en soi, c'est l'émulsion du contenu, tu vois. Les gens, ils cherchent le drama, en vrai. On sait très bien que c'est ça qui marche, tu vois. Le commentaire négatif, pour moi, c'est vraiment pas un truc qui va m'atteindre parce ça que. Fait pas peur. Bah non, parce qu'on est sur Internet. Internet, c'est le Far West. Bien sûr qu'il y aura les commentaires négatifs. Les gens sont derrière leur écran. Thématique-là, hein. En plus ça, mais même en général, il y aura forcément des commentaires négatifs. Si c'est pas le cas, il y a un problème selon moi. Parce qu'il n'y a pas de balance. Il y a beaucoup de gens qui vont aimer ce que tu fais et ils vont te le dire en commentaire ou en DM, en abonnement, etc. Mais si t'as pas de balance de négatif, c'est que tu fais quelque chose de mal, selon moi, tu vois. Selon moi, pour avoir un impact, il faut cliver les gens. Positif et négatif. Ça, je l'ai dans l'expérience du marketing que j'ai avec mes clients. C'est que si t'as pas cet impact-là, tu fais pas autant de résultats que tu voudrais, tu vois. Tu fais du politiquement correct, en fait. C'est ça. Mais ça a une limite à l'impact, en fait, au niveau de ce que tu veux faire. Parce que si tu veux dire des choses intéressantes et vraies, ça va faire du mal aux gens. Et oui, si tu veux avoir une position, si tu veux avoir un avis, si tu veux avoir une voix, si tu veux avoir quelque chose de différent par rapport aux autres qui te permet de te démarquer, bah forcément, il y a des gens qui vont pas être d'accord, quoi. Alors, on n'arrête pas de dire que tu peux pas plaire à tout le monde. Bah, c'est ça. Tu vois, c'est littéralement l'expression de ça, tu vois. Mais alors du coup, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à toutes les personnes qui nous écoutent, et même à moi, parce que moi je suis encore dans ce cheminement-là, qui ont un peu peur, tu vois, qui commencent à oser peut-être exprimer leur opinion, mais qui ont très très peur des retours négatifs, des répercussions, de la critique, du jugement, des choses comme ça, quoi. Bah en fait, ça dépend de c'est quoi la suite, parce que si c'est pour vendre quelque chose, est-ce que ces personnes-là de toute façon auraient acheté? Non. Donc est-ce que c'est des personnes qui vont affecter le business à part toi en tant que personne? Non. Ça aura aucun impact. Donc quand tu comprends ça, quand tu théorises que ces commentaires négatifs ont aucun impact sur la performance du business, ou très peu, hein. Parce que si t'as un prospect ou quelqu'un qui est intéressé par ton business, qui va lire les commentaires, qui finalement va être affecté négativement, bah c'est pas un prospect super qualifié, tu vois. Il faut juste prendre en compte que c'est Internet, c'est le Far West, bien sûr que ça va arriver. Une fois que t'as théorisé ça, tu dis bon, maintenant est-ce que si je me retiens de dire ce que je veux dire, est-ce que ça va plus servir de gens ou moins servir de gens? Ça c'est important à comprendre, parce que est-ce que tu te retiens pour pas froisser les haters, mais est-ce que ce que tu voulais dire de base est pas en train de desservir des gens qui auraient aimé avoir l'information, tu vois? Moi je pensais ça, hein. Et c'est pour ça que moi pour les business que j'ai, je parle très franchement, parce que je dis que ce que je veux dire a beaucoup plus d'impact que 3 gars qui vont être pas contents contre moi, tu vois. Je sais pas si ça fait du sens, mais je pense que c'est beaucoup plus important de penser à l'impact positif que ça va faire versus le négatif. Et si le sacrifice c'est d'avoir 10 gars par semaine qui t'envoient des DM ou des commentaires chiants, bah ça sera le sacrifice. Mais si c'est pour atteindre 100 personnes, c'est 10% de négatif pour 90% de positif. Bah tant mieux. T'as toujours eu cette vision très terre-à-terre, rationnelle, ou c'est quelque chose qui s'est construit? J'ai toujours eu ça, parce que avec la vie que j'ai eue en soi, c'est pas non plus une vie j'ai pas eu une vie difficile, hein. Parle-nous de tes traumas, vas-y. J'ai pas eu de vie difficile, mais pour toutes les expériences que j'ai fait, ça a toujours été terre à terre, tu vois. Et surtout le côté le plus important, c'est la balance. C'est comprendre qu'il y a pas de bien sans mal, de toute façon. Et ça c'est important, c'est un mensonge de croire le contraire. Ouais, il y a pas de lumière sans ombre, c'est ça. C'est impossible. Donc plus tu veux faire plus de lumière possible, c'est sûr que tu vas avoir de l'ombre. C'est beau ce qu'il dit. Je suis un poète. Allez, je te copywriter storytelling. J'élargis un petit peu plus la conversation. Donc là, on a parlé un peu du projet qu'on avait en commun. Comment est-ce que on s'organisait? Pourquoi est-ce qu'on arrivait à être hyper efficace et y consacrer que 1 à 2 heures par semaine, grand max? Maintenant, j'élargis à toi, t'as ce projet-là, plus tous tes business. À quoi ressemble ton quotidien? Comment tu fais pour t'organiser? Parce que tu voyages beaucoup aussi. T'as énormément de sollicitations. Enfin, t'es toujours en rendez-vous, en call, un truc comme ça. Est-ce que tu as un système d'organisation? Est-ce que c'est le Far West chez toi aussi? Non, bah en soi, moi, le principal système que j'utilise, c'est à mon agenda, Google Agenda.
Et en fait, je me mets du time blocking, hein. Je fais juste des time blocks. Ouais, hein. des blocs de temps, quoi. Ouais, en français, du coup, des blocs de temps de création de contenu. Ensuite, des blocs de temps où, je mets les blocs de temps où je mange. Salle de sport, c'est marqué. Manger, c'est marqué. Dormir, c'est marqué. Et en fait, là-dedans, j'ai les blocs type création de contenu, parce qu'il faut jamais s'arrêter de créer. Et après, j'ai des espaces ouverts pour les appels, tu vois. Et j'ai fait en sorte de pouvoir cadrer mes appels en début de semaine pour que je puisse avoir le reste de la semaine pour travailler. Je dirais que c'est ça, plus ClickUp sur des to-do list. Ah, t'es sur ClickUp? Ouais, je suis sur ClickUp, ouais. Incroyable! Moi, je suis pas team Notion, je suis team ClickUp. Donc, moi, je suis sur ClickUp aussi avec The Beboost, avec ma team. On utilise ça plus pour la partie accès au niveau des clients, pour la partie documentation, plus que la partie task. Donc, on va commencer à l'utiliser. Après, j'ai un problème aussi, c'est que je suis beaucoup un one man army, tu vois. Je suis beaucoup seul dans mon business. Là, j'ai commencé à recruter depuis qu'on s'est parlé. Depuis que je suis allé à Marbella, je me suis pris une claque. Ils m'ont dit, faut que tu recrutes. Je fais OK. J'ai recruté 6 personnes depuis. Je dirais qu'en termes de team, ce que j'ai beaucoup, c'est, je demande à chacun, tous les matins, de me dire les tasks qu'ils font la journée. Et en gros, comme ça, à la fin de la journée, je sais ce qui était en cours. Et le lendemain, j'ai un update de qu'est-ce qui est en cours de production. Parce comme j'ai une agence, tu vois, on a besoin de savoir qu'est-ce qui est en cours de production. Parce que moi-même, j'oublie ce qu'on a tourné des fois. Et comme ça, après, je peux avoir un update de qu'est-ce qui est sorti, qu'est-ce qui est pas sorti. Et après, je peux faire un feedback avec l'équipe de qu'est-ce qu'on lance pas. Donc, je dirais, c'est beaucoup de Google Agenda, beaucoup de ClickUp et beaucoup d'organisation dans le Discord avec les équipes pour donner les infos au fur et à mesure. Ça, c'est un peu le Far West, mais c'est un bordel organisé, tu vois. Bah, en vrai, on a des systèmes très, très similaires. C'est-à-dire que gestion de projet d'équipe, ClickUp, où il y en a certains c'est Asana, il y en a d'autres c'est Notion, chacun fait ce qu'il veut. Un endroit pour discuter en manière synchrone avec son équipe, donc toi c'est Discord, moi c'est Slack, et puis time blocking sur l'agenda, quoi. Ouais. Et il n'y a pas besoin de plus que ça. Non, bah pour même mes clients, j'ai des clients qui ont fait 10 millions et qui font 100 000 par mois, enfin, c'est ça leur taf, hein. C'est juste que les gars, c'est des plus petits créneaux, mais tu sais, ils font des sessions de deep work super important où tu coupes tout et tu fais, OK, je fais ça. Et en fait, il n'y a pas plus de stratégie, hein. C'est vraiment, basiquement, c'est ça. Mais c'est arrêter de se mentir à soi-même et travailler, tu vois. C'est surtout ça. Mais ça, c'est la question que j'allais te poser après, c'est que donc toi, t'arrives le matin, t'as des petits time blocking sur ton calendrier. Quand tu fais les jours où t'es fatigué, où t'as pas envie de faire la tâche qui est notée sur ton calendrier, enfin, qu'est-ce que tu fais? Non, ça n'existe pas, ça. Ça, pour moi, ça n'existe pas parce que c'est la discipline, tu vois. C'est pas, mon travail dépend de ma discipline, pas de la motivation, tu vois. C'est comme si tu me disais, est-ce que j'ai envie de manger aujourd'hui? Bah, je suis pas motivé à manger, mais OK, il faut bien que je mange, tu vois. Donc, en soi, pour moi, c'est le travail, comme la salle de sport, comme dormir ou quoi, fait partie des principes de discipline. Mais la motivation a aucun impact là-dessus parce que, bah, j'ai défini dans mon quotidien que si c'est marqué ça, je vais le faire. Que je sois triste, heureux, tout ce que tu veux, ça devrait pas avoir d'impact sur le business. Pour moi. Maintenant, il y a des gens qui sont Non, mais la question, là-dessus. après, c'est, je suis d'accord avec toi. Ouais. Je suis la première à avoir le discours de la motivation, c'est différent de l'autodiscipline et il y en a un que tu contrôles et pas l'autre, tu vois. Mais comment est-ce que tu fais, tout spécialement par exemple pour la salle de sport, pour y aller, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, encore plus à Montréal, tu vois, enfin. Mais en fait, pour moi, ça a été ça, ça a été un choc. Ça a été un choc émotionnel quand ce qui s'est passé, qui a fait que j'ai dû rebrancher mon cerveau, tu vois. Je me suis dit, attends, pour atteindre ces résultats-là, tu peux pas te permettre de juste dépendre de la motivation. Motivation dépend de ce que t'as mangé le midi, est-ce que t'es trop lourd pour travailler, est-ce que t'as sommeil, t'as dormi tard, enfin, c'est horrible comme système. Et je me dis, le système le plus efficace, c'est quoi? C'est la discipline. Donc en fait, c'est une décision consciente et logique que tu fais. Et du coup, tu te dis, mais en fait, c'est la seule chose qu'on a en contrôle, c'est notre capacité à réfléchir et ce qu'on pense. Donc une fois que tu arrives à contrôler ça, tu te dis, ok, bon, là, et moi j'ai commencé petit, hein, genre la salle de sport, je me dis, ok, je fais l'effort d'y aller. Pas obligé de faire ma salle, pas obligé de faire ma séance, mais je fais l'effort d'y aller. Une fois que t'es là-bas, tu fais, ok, bah là je vais y aller, tu vois, tant qu'à être là. Mais tu fais les baby steps. C'est ça, ouais. Tu fais les petits pas par petits pas. Tu commences pas à vouloir faire le gros projet d'un coup. Tu t'y vas petit à petit. Et en fait, tu crées en fait tes habitudes comme ça. Ça devient une habitude de devoir faire des tasks précises. Mais t'es obligé de te forcer. Ça va pas tomber du ciel. Et justement, le fait de se forcer comme ça, t'as pas peur d'aller à contre-courant de ton fonctionnement naturel, de faire un burn-out, de t'épuiser parce que le mental aura trop pris le dessus par rapport au physique? Non, je trouve qu'en vrai, si t'arrives à aligner ton physique ou ton mental justement en faisant en sorte que ta vie devienne ça. Si t'arrives à aligner en fait ton mental et ton physique en disant ok, je mange bien, je dors bien, donc mon physique va ok, mais le mental en fait tu bloques tes temps de la journée en soi. Si tu sais que tu travailles genre 6 à 8 heures par jour par exemple, bah après ça tu peux arrêter de travailler. Mais si tu sais que tu bloques et tu fais des deep work pendant ces sessions, pour moi c'est ok, tu vois. Après évidemment ça dépend du type de résultat que tu veux, tu vois. Ça aussi, parce que qui veut des grands résultats doit beaucoup travailler. La corrélation est directe. Maintenant ça dépend. Moi, à l'époque, quand j'ai commencé, quand je faisais 2000, 3000 euros par mois, bah, je travaillais 3-4 heures par jour, tu vois. Mais c'est très bien si je voulais m'arrêter là. Mais je voulais plus. Donc, il a fallu
faire les actions nécessaires pour faire plus. Mais ça dépend vraiment de toi, où est-ce que tu veux t'arrêter en fait. Pour toi, grosses ambitions et gros objectifs en termes de résultats de chiffre d'affaires, c'est forcément égal à gros travail, beaucoup de travail. Ouais, ça c'est un mensonge de dire que c'est pas le cas. C'est beaucoup de travail, je te dirais, au début. Et après, le but, justement, grosse ambition, gros travail, c'est de savoir comment, forcément, déléguer tes tasks. Mais au début, c'est énormément de travail. Mais voilà, pour moi, t'as bien vu, niveau de revenus des entrepreneurs nord-américains, qui sont extrêmement différents des Français. Du coup, la charge de travail est très différente de ce qu'on a en francophonie, en France. Du coup, pour moi, j'ai été élevé comme ça. Tu vois, moi, j'ai eu mes 18 ans au Canada. Donc, en soi, j'ai été élevé avec ce mindset-là. Donc, pour moi, ça fait partie de moi, tu vois. C'est pas quelque chose que je découvre au fur et à mesure, en fait. Mais ça m'intéresse bien comme question et peut-être même question de conclusion. C'est, du coup, t'as grandi, en fait, en Amérique du Nord, au Canada. Je suis arrivé ici, j'avais 17 ans. Donc, toute ma majorité a été faite ici. Exactement. Et ton parcours entrepreneurial aussi. Ouais. Et du coup, c'est quoi les différences mindset entre la France, les miskines, j'ai peur pour nous, et du coup, cette mentalité nord-américaine. Et toi, en quoi ça t'a servi pour peut-être faire plus, voire plus grand En fait, les Américains, les anglophones en général, c'est pas que les Ricains, mais les anglophones en général ont aucune limite dans ce qui est possible de faire. Et quand je dis aucune limite, ils ont absolument aucune limite dans ce qui est possible. Et du coup, quand t'as un mindset de aucune limite, tu vas pas te mettre des limites parce que tu te dis, mais attends, mais eux, c'est des fous. Et aucune limite, plus ils ont cette capacité à vouloir travailler. Et aussi, les villes dans lesquelles on est, les environnements sont tellement plus propices au travail, je trouve. Le climat social est beaucoup plus propice au travail, et le travail, la capacité à grind, à travailler fort, est récompensée. Parce que on a des systèmes forcément financiers qui sont plus avantageux pour les gens qui travaillent que les gens qui travaillent pas. Tout le contexte économique, social fait que le travail acharné est beaucoup plus mis en avant que le non-travail. Et du coup, ça donne envie de travailler de plus en plus fort, tu vois. Je dirais qu'on a aussi beaucoup plus de ressources en anglophone, des Tony Robbins et des gens qui vont être beaucoup plus impactants sur le marché anglophone en beaucoup plus grand nombre, qui vont forcément te brainwash là-dedans. Et c'est ça en fait le truc, c'est que je pense qu'en France, les gens sont beaucoup brainwash sur la partie aide, tranquille, nanana, pour se reposer, là où nous, en Amérique... la réputation qu'on a. Non, mais je veux dire, par rapport, tu sais, en Amérique, tout ce qui va être soins, tout ce qui va être des trucs comme ça, les écoles, l'université, c'est payant. En fait, t'as pas le choix de travailler, tu vois. Donc c'est culturellement imbriqué dans leur ADN, tu vois. Mais tu peux t'en imprégner, même en tant qu'outsider, tu vois. Je dirais que c'est la différence. Ah, je pense que ça fait sens totalement. Mais moi, je vois que dès que je suis en Amérique du Nord, c'est pas la même vibe, j'ai pas la même productivité non plus. Donc, ouais. La dernière fois, t'es venu, pour hors contexte, mais t'es venu à la soirée avec mes clients et mes coachs dans un penthouse à 10 000 par mois. C'est pas le même délire. Il y avait des gamins de 19 ans qui me regardaient en me disant qu'ils faisaient 300 000 par mois. Et moi, j'étais en mode, mais qu'est-ce que j'ai foutu de ma vie, quoi. Et pour eux, c'est normal, ils sont là, ouais, tranquille. Ouais, pour eux, c'est le début. C'est le premier palier de l'échelle, quoi, tu vois. Il y a pas de problème. Ah non, mais c'est une stratosphère, quoi. C'est l'océan Atlantique qui sépare l'Amérique et l'Europe. Et je me dis, et c'est vrai que je dis, comme même moi, je vais en France, je me dis, waouh, c'est fou, la différence de mindset qu'il y a. Mais après, c'est ça dépend vraiment de ce que tu veux faire dans ta vie et de là où tu veux aller, tu vois. Il y en a, ils vont s'arrêter avant. Et si c'est ça qu'ils veulent comme vie, c'est très bien, il n'y a pas besoin de critiquer, tu vois. Juste que, ici, c'est plus le mindset de comment on fait pour faire le plus possible, tu vois. Et je trouve que, moi, je vois pas beaucoup de burn-out, tu vois. Parce que j'ai l'impression que pour eux, ça n'existe pas, tu vois. Genre, c'est pas. Ouais, j'allais dire, est-ce que c'est parce que c'est même pas verbalisé, mais qu'ils le vivent quand même, ou est-ce que c'est même ils en vivent même pas? Mais quand t'es stressé ou quand t'as besoin de quelque chose ou quoi, tu vas juste décrocher un jour ou deux, tu vas faire un week-end, je sais pas trop où, tu vois. Et tu reviens, en fait. Pour ceux que je côtoie, c'est même pas un concept, tu vois. Tu sais, ils vont faire? Ils vont passer en monk mode. Et on va passer en monk mode. Attends, faut que t'expliques pour les auditeurs, c'est quoi le monk mode? Le monk mode, c'est le moine. Ouais, le mode moine. C'est un mode de travail en fait où tu vas à la salle de sport, tu dors tant de temps, t'as des règles en fait, pas d'alcool pendant X temps, pas de fréquentation d'un et tu focuses sur faire des tasks tous les jours pendant une période donnée, tu vois. Et en fait, ce truc-là, c'est quelque chose qui va faire péter les résultats de n'importe qui, parce que en fait, tu autorises ton focus à être concentré sur des choses précises. Donc eux, ils ont ça dans le monk mode, c'est comme si c'est une routine pour eux. C'est vraiment genre, ok, dans 2 mois, je fais un monk mode, dans 3 mois, je fais ça. C'est vraiment, en fait, le côté business est beaucoup plus ouvert et beaucoup plus orienté résultat, plus que bien-être, je dirais. La différence, elle est là, et c'est pour ça qu'ils ont plus de résultats, mais après, forcément, en termes de santé, je n'aurai pas le recul pour te dire comment ça se passe. Oui, c'est pas parce qu'ils disent pas, ou qu'ils ne parlent pas de burn-out que forcément ça n'existe pas. Effectivement. Par contre, je pense qu'ils l'encaissent mieux. Parce que comme ils n'arrivent pas à l'accepter, on va dire, pour eux, genre, ils vont déprimer à un moment donné, ils vont juste prendre un week-end et ils vont revenir, tu vois. Parce que c'est pas un état dans lequel ils comptent rester. Genre, ils arrivent à le mentaliser en disant, non, je veux pas rester là-dedans, c'est pas bon. Parce que, en soi, et ça, je reviens là-dessus, c'est que tu vas pas rester dans un mauvais mindset en Amérique.
tu vas littéralement finir à la rue, en fait. T'as pas d'aide. Tu peux pas être triste ou déprimé longtemps. Si je caricature un peu, en fait, tu peux pas tomber dans l'autocomplaisance ou dans les trucs comme ça. En fait, dans la victimisation, t'as pas le choix, en fait. Tu peux pas. Sinon, tu vas vraiment finir à la rue littéralement, pour de vrai. Dernière question. Donc, on entend un petit peu genre le focus, on entend la discipline, on entend tout ce que tu fais pour foncer. Qu'est-ce qui te drive, toi, au quotidien ? Enfin, c'est quoi la force et l'énergie qui te pousse là-dedans ? Ou est-ce que c'est juste, t'es naturellement comme ça, chaque jour tu te lèves, tu fais « Oh, aujourd'hui je suis focus, dis donc !» Non, mais j'ai eu un élan de focus depuis l'année dernière. Bon, j'ai eu une rupture de 5 ans, je vais le dire, tu vois. J'ai une rupture de 5 ans qui m'a redonné un élan de focus parce que mon monde à l'époque s'est effondré. Je me dis « Ah, moi je suis tout seul maintenant. » Donc, alors, c'est soit je meurs, soit je redeviens une nouvelle personne, tu vois. Et la seule solution a été de me relever, tu vois. Heureusement. Mais l'élan de focus que j'ai maintenant et tout le travail que je fais, c'est parce que je prépare le futur. Voilà, moi je veux des enfants, je veux pouvoir leur offrir tout ce qu'ils ont besoin sans non plus être des enfants pourris gâtés. Comme je les ai pas encore pour l'instant, c'est d'aider ma famille, aider les gens autour de moi, faire en sorte de pouvoir faire profiter tout le monde, que tout le monde gagne. Et voilà, c'est vraiment, pour l'instant, c'est d'aider le plus de monde possible à avancer dans leur activité. Et forcément, plus t'aides de gens, en américain, plus t'aides de gens, plus tu vas faire d'argent. Donc il y a plus de bonnes façons de faire à aider les gens que de ne pas les aider. Donc mon drive, c'est de pouvoir en fait faire comprendre aux gens et leur arriver à leur faire comprendre une théorie qu'ils arrivent à exploiter pour eux. Et après, à part ça, forcément, c'est ma famille, tu vois. Et la recherche grâce au podcast de ma future femme. C'est vrai qu'on l'utilise comme moyen d'inbound. et la future famille que je vais créer. Donc je pense que là, même si j'ai 24 ans, 25 dans quelques mois, je bâtis le futur maintenant avec les investissements et tout, tu vois. Donc la drive, c'est bâtir le futur. C'est tes valeurs, ton futur, ce que tu projettes. C'est très important pour moi. Et t'as dit une phrase, tu l'as dite mine de rien, parce que pour toi c'est complètement normal, mais je pense que ça va résonner avec beaucoup de personnes et j'ai envie de la répéter, c'est plus de tête de gens, plus tu fais de l'argent. Ouais. Alors que dans la culture française, c'est l'inverse. Mais moi, je t'ai dit, là, je passais un mois à faire des appels de vente, j'ai presque vendu à chaque fois. Parce qu'en fait, lorsque j'ai un appel de vente, je donne toute la stratégie que moi, selon moi, les gens devraient faire en marketing pour avoir des clients, je leur donne tout de A à Z. Il y a rien que je retiens. Parce que l'information doit être gratuite. Et quand t'as compris ça, tu casses le game. Tu fais payer aux gens juste l'implémentation et ton coaching ou n'importe quoi qui nécessite d'avoir une présence ou un outil, mais toute l'info est donnée gratuitement. Parce que quand tu fais ça, comment tu convaincs quelqu'un qui veut pas acheter chez toi ? Bah, il faut qu'il te fasse confiance. La seule façon de le faire, c'est d'aider les gens. Donc, en termes très capitalistes, si tu veux faire plus d'argent, aide les gens. C'est tout. Ça, j'adore. Conclusion parfaite. On va s'arrêter là. Est-ce que tu as une dernière chose que tu aimerais ? Tu dis si l'audience devait retenir une seule chose de cet épisode de podcast, tu aimerais que ce soit quoi ? Mieux fait que parfait. Mieux fait que parfait et restez discipliné. Comptez pas sur la motivation. Amen. J'ai rien à rajouter à ça. Merci beaucoup pour ton temps, Brice. Merci. Pour ta présence et puis très vite, soit sur le podcast tous les coups sont permis, hein, je fais la petite pub, soit peut-être pour un prochain épisode, tu viendras nous raconter si t'as trouvé la femme de ta vie, si t'as continué à aider tout le monde, etc. Le CRM, tout ça. L'année prochaine, t'inquiète, je reviens. Merci pour tout. Et voilà les amis, j'espère que l'épisode vous a plu. La conclusion parlait d'elle-même. Mieux vaut fait que parfait. Discipline supérieure à motivation et surtout d'y aller et de s'occuper des problèmes et de résoudre les problèmes au fur et à mesure. Je pense que c'est vraiment ce qui nous caractérise tous les deux et ce qu'on a réussi à faire avec le podcast. Comme toujours, si cet épisode vous a plu, si vous avez envie de venir en débriefer avec moi, je vous attends de pied ferme dans mes MP sur Instagram, @TheBeBoost. Et à vous tous, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde!